À 2 jours de son anniversaire, Kim Jong-un frappe fort. Le leader nord-coréen annonce avoir réussi son premier essai de bombe à hydrogène. Les experts sont sceptiques et les condamnations de la communauté internationale unanimes. Un an après les attentats, le numéro anniversaire de Charlie Hebdo est dans les kiosques. Le public est au rendez-vous, mais on est loin de la frénésie de l'an passé. Et puis l'effondrement de l'autorité palestinienne, ce n'est pas pour demain. Voilà la réponse de Mahmoud Abbas aux mises en garde de Binyamin Netanyahou. Le président de l'autorité palestinienne a prononcé un discours à Bethléem. C'était cet après-midi. Le Grand Direct avec Daniel Atlan. Bonsoir, bienvenue à la une de l'actualité ce soir. La sortie en kiosque du numéro anniversaire de Charlie Hebdo, un an après les attaques qui ont visé la rédaction. Le numéro a été tiré à 1 million d'exemplaires, mais il n'a pas entraîné de ruée comme il y a un an. On voit ça avec Maël Benoliel. C'est un numéro spécial que beaucoup attendaient, celui de Charlie Hebdo, un an après l'attaque meurtrière contre la rédaction du journal satirique, dans laquelle 12 personnes avaient été tuées. Alors que les derniers attentats qui ont frappé Paris le 13 novembre sont encore bien présents dans tous les esprits, les kiosques parisiens ont été pris d'assaut. Quand je pense ce qui a été dit, ce qui a été dit après Charlie, quand il y avait des gens qui disaient, moi j'ai rencontré des gens qui disaient, c'est un peu de leur faute, ils l'ont mérité. Et puis quand il y a eu le 13 novembre, ceux qui disaient ça, on les a plus entendus. Donc c'est ça qui était agréable, enfin, malheureusement, après le 13 novembre, c'est que ça a donné raison un peu à ce qu'avait fait Charlie, quoi. Et qu'en fin de compte, ce qu'il disait, c'était pas si grave que ça. C'est une édition double de 32 pages et tirée à près d'1 million d'exemplaires qui est sortie ce mercredi matin. Avec une couverture insolente dans la pure tradition de Charlie Hebdo, une caricature d'un dieu barbu armé d'une kalachnikov et d'un habit ensanglanté. Accompagné d'un titre sans équivoque, un an après, l'assassin court toujours. Il faut protéger certaines valeurs et je suis à 100% avec l'idée de Charlie Hebdo, avec ces personnes. Alors que la France s'apprête à commémorer le premier anniversaire des événements de Charlie Hebdo et de l'Hyper-Cacher, Paris se prépare à accueillir 3 jours de vœux et cérémonies, dont une journée en chanson prévue ce dimanche, avec Johnny Hallyday, le cœur de l'armée française, place de la République. Voilà, et puis notez qu'un clip célébrant la liberté d'expression est diffusé à partir d'aujourd'hui en France sur toutes les chaînes de la TNT, ainsi qu'au cinéma. Il a été réalisé par Radu Mihailanu. C'est un clip d'environ 1 minute 30 qui présente des dessins d'enfants en hommage aux victimes des attentats de janvier. Et dans ce contexte du nouveau, dans l'enquête sur les attentats du 13 novembre, cette fois, voici les visages des 2 personnes qui auraient dirigé les terroristes depuis la Belgique. Les enquêteurs en sont convaincus. Ces 2 hommes sont les coordinateurs des attaques de Paris. Ce sont les interlocuteurs que les commandos ont joints par téléphone lors de cette nuit meurtrière. Ils étaient dotés de faux papiers et ils ont échangé plusieurs SMS et coups de fil avec les terroristes au moment même des attaques. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Simon Petermann. Il est expert en contre-terrorisme à l'Université libre de Bruxelles. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, quelles sont vos estimations sur le profil des 2 hommes? On sait qu'ils disposaient de faux papiers d'identité belge. Selon vous, de quelle nationalité peuvent-ils être? Mais écoutez, pour le moment, on ignore encore leur identité réelle. Ils disposaient de fausses cartes d'identité belges au nom de Samir Bouzid et de Soufiane Kahn. Le parquet fédéral aujourd'hui ne confirme pas, ou en tout cas pas encore, mais on souligne en tout cas le rôle central qu'auraient joué ces 2 coordinateurs dans les attentats de Paris. Et donc ces 2 hommes qui ont été contrôlés en septembre à la frontière austro-hongroise en compagnie de Salah Abdeslam, qu'on recherche toujours, ont, semble-t-il, joué un rôle pivot dans les attentats qui ont été extrêmement bien préparés, semble-t-il. Alors en tout cas, on n'a toujours pas de traces de ces 2 suspects. Selon vous, est-ce qu'ils sont toujours en territoire belge ?
Écoutez, c'est difficile à dire parce que les perquisitions se poursuivent, les enquêtes se poursuivent, on cherche à localiser évidemment, mais ça prend du temps, mais ces gens disposent peut-être de planques en Belgique, ou bien ils ont franchi la frontière et sont quelque part entre la Belgique et la Syrie. Donc les enquêteurs, en tout cas, ont acquis la conviction que l'opération de Paris était préparée depuis plusieurs mois et de façon assez minutieuse par des hommes se trouvant au croisement du banditisme et de l'idéologie radicale de Daesh, en tout cas. Alors vous l'avez dit, l'enquête prend du temps. Il faut le dire, ces deux hommes étaient recherchés depuis le 4 décembre. Seulement aujourd'hui, on découvre leur visage. Comment les enquêteurs sont remontés jusqu'à eux? Écoutez, les enquêtes, les enquêteurs belges, en tout cas, semblent avoir identifié les deux personnes basées en Belgique avec qui les auteurs des attentats de Paris avaient longuement échangé des SMS dans la fameuse soirée du 13 novembre. Ça n'est pas tout à fait une surprise, évidemment, parce qu'il s'agit des deux hommes qui font l'objet d'un avis de recherche qui a été lancé dès le 4 décembre dernier, semble-t-il. Et donc, comme je l'ai dit, ils avaient été contrôlés déjà à la frontière austro-hongroise en septembre, mais on ne connaît toujours pas leur identité. Ce qui est certain, c'est que, d'après les photos, ils sont plus âgés que les terroristes, en tout cas, qui ont perpétré les attentats, et donc ce sont peut-être les commanditaires des attentats de Paris. Et donc la clé de l'enquête. Merci beaucoup Simon Petermann pour ces précisions. Je vous le disais en titre, Mahmoud Abbas s'est exprimé aujourd'hui depuis Bethléem. Le président a écarté toute dissolution de l'autorité palestinienne après les mises en garde en ce sens de Benyamin Netanyahou. On va écouter tout de suite un extrait de ce discours et on en débat avec nos invités. Nous savons que la situation est difficile et très compliquée et que les solutions ne seront pas trouvées ni aujourd'hui ni demain, mais nous devons poursuivre notre engagement et la voie que nous avons décidé de suivre. Ce pays est le nôtre et nous protégeons nos terres et continuerons à être engagés, que la solution soit proche ou pas. Et on décrypte tout de suite ce discours avec Nadia Elise. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes précisément analyste du discours à l'Université de Tel Aviv. J'accueille également Ali Waqued, spécialiste du monde arabe. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, qu'est-ce que vous avez lu entre les lignes de ce discours de Mahmoud Abbas? Eh bien déjà, une interprétation du mot paix qui ne correspond pas à l'interprétation que les Israéliens, ou en tout cas que le Premier ministre Netanyahou donne à ce mot. Cela se fait linguistiquement par l'emploi d'un connecteur en fait, qui met sur le même plan le mot paix et la solution de deux États. En fait, ça se fait à deux reprises dans son discours. Une fois où il dit que les Palestiniens tendent la main encore à Israël pour trouver la paix et arriver à une solution donc, de deux États. Et une deuxième fois dans une phrase très similaire où en fait on comprend que pour Abou Mazen la paix n'est pas un sentiment de fraternité en fait où on s'entendrait tout d'un coup israélien-palestinien, mais plutôt un accord, donc une négociation. Il le répète à plusieurs reprises. Il se dit prêt à vivre côte à côte avec les voisins israéliens, les voisins juifs. Mais c'est intéressant parce que Netanyahou, justement, quand il parle de paix, il dit très souvent qu'on n'aura pas de paix tant que Abou Mazen n'est pas prêt à déclarer qu'il reconnaît le droit du peuple juif à être en Israël, en terre d'Israël. Donc une reconnaissance qui devrait quelque part amener à une espèce de sentiment de reconnaissance mutuelle, fraternité, donc une paix au sens un peu littéraire du mot. Mais ce n'est pas la paix dont Abou Mazen parle. Pourquoi c'est important? Parce que tant que les deux discours passent sur deux voies parallèles et ne se rencontrent pas, à partir du moment où il y en a un qui parle de paix dans un sens et l'autre qui parle de paix dans un autre, complètement, qui n'a pas forcément besoin de reconnaissance, c'est plus vraiment quelque chose de logistique, un vrai accord signé qui permet l'existence de deux États l'un à côté de l'autre.
on ne pourra pas effectivement arriver à une solution. C'est des prétextes pour ne pas s'asseoir à la table des négociations, ces différences de termes, ou bien il y a une vraie différence de fond entre la vision de la paix de Benyamin Netanyahou et celle de Mahmoud Abbas? Il y a une différence de vision très profonde entre les deux hommes. Mais Daniel, moi je suis très intéressé par l'analyse de Nadia, mais à mon avis, cette fois-ci, pour Mahmoud Abbas, ce n'était pas le contenu du discours qui était important, c'est le discours en lui-même qui était important. Il vient après 48 heures de rumeurs sur l'état de santé du président palestinien, des rumeurs qui ont permis à certains dirigeants palestiniens, même au sein de son parti, le Fatah, d'essayer de critiquer Abou Mazen. Ils ont senti une certaine faiblesse, peut-être un Abou Mazen qui préfère laisser sa place à d'autres dirigeants. Et une bataille politique a été déclenchée depuis ce week-end au sein de l'autorité palestinienne. Donc à qui il s'adresse justement quand il tient ce discours? Est-ce que c'est à ses rivaux ou bien à Israël? Il s'adresse en première place à ses rivaux au sein de l'autorité palestinienne, au sein de son propre parti, le Fatah. Il faut comprendre, depuis les Émirats, son premier rival, Mohamed Dakhalan, est en train de préparer le jour où il remplacera le président palestinien. Mohamed Dakhalan est devenu une personnalité très forte, pas seulement sur le niveau palestinien, mais sur le niveau du monde arabe. Il est en train d'acheter des fidélités et des loyautés au sein de la direction palestinienne. Et ça, ce que craint M. Abbas, que le Hamas ne reconnaît pas la légitimité du président palestinien, les Israéliens ne reconnaissent pas la légitimité et la crédibilité du président palestinien, mais pour la première fois, ses adversaires au sein de son propre parti, le Fatah qui vient de célébrer son 51e anniversaire samedi dernier, ses adversaires deviennent de plus en plus vocaux et tout le monde, on demande est-ce que le président, il a encore sa force, est-ce qu'il a encore sa crédibilité? En tout cas, son message est clair ce soir, c'est « Je suis là pour rester ». Il s'est également adressé à la communauté internationale. Il appelle à la formation d'une commission pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Il affirme « Pourquoi pas nous ?» alors que finalement, vous avez permis de résoudre des dossiers comme le dossier nucléaire iranien. Oui, il faut dire que la communauté internationale n'est pas impliquée dans la résolution de ce conflit est quand même assez absurde, étant donné qu'on dirait que le monde entier n'a rien d'autre à faire que de parler que de ce conflit, en fin de compte. On essaye, mais évidemment, encore une fois, on a beau essayer de résoudre ce problème ou ce conflit, ce qu'il demande, en fin de compte, c'est de prendre la partie des Palestiniens et de résoudre le conflit comme lui, il le veut, forcément. Alors c'est la même chose quand les Israéliens demandent aux Américains de s'impliquer ou à d'autres pour qu'ils prennent leur côté, mais ça ne sert à rien. En fin de compte, il faut que les Israéliens et les Palestiniens négocient. Ils n'arrivent pas à négocier parce que justement, le fond du problème, c'est que ce sont deux peuples qui pensent avoir le même droit sur la même terre. C'est intéressant qu'Abou Mazen, dans son discours, dise le conflit est en train de devenir un conflit religieux. On peut se demander si effectivement il ne l'a jamais été. En tout cas, ce n'est pas l'impression des Israéliens qui ont toujours vu quand même un fond aussi religieux dans ce conflit et pas seulement un conflit de terre ou de nation. C'est en tout cas... C'est en tout cas un peu absurde de demander l'aide internationale à partir du moment où aussi l'ONU est très impliquée. En tout cas, il a obtenu l'aide internationale, mais en tout cas de façon symbolique. Il a d'ailleurs remercié le Vatican qui a reconnu l'État de Palestine comme beaucoup d'autres États. C'est entré en vigueur cette semaine. Au-delà du symbole, qu'est-ce que ça change? Oui, mais exactement. C'est parce que l'impression du président palestinien, c'est qu'au sein de la rue palestinienne, toutes ces reconnaissances de la Grèce, du Vatican, de la France, du Suède, ça n'a rien changé dans l'impression de la rue palestinienne, dans la crédibilité qu'offre la rue palestinienne, l'opinion publique palestinienne au président palestinien. Mais Daniel, si on va se tarder sur un point de fond, c'est le fait qu'Abou Mazen reprend la position palestinienne des années 80, une conférence internationale de presse, voire on ne peut plus compter sur les négociations directes avec le gouvernement israélien. Il faut pas, même les États-Unis à eux seuls ne vont pas suffire. Cette fois-ci, les différences sont beaucoup plus profondes et elles exigent une intervention beaucoup plus intensive de la communauté internationale. Et quand on parle de la communauté internationale pour Abou Mazen, il vaut mieux ne pas réduire la communauté internationale aux États-Unis. Oui, parce qu'on se souvient quand même de ces balais diplomatiques, les États-Unis qui ont tenté de résoudre ce conflit en vain. Merci beaucoup à vous de Nadia Ellis et Ali Ouaked d'avoir participé à ce débat.
À la une également de l'actualité, ce soir, un feu d'artifice nucléaire en guise de cadeau d'anniversaire pour Kim Jong-un. Le leader nord-coréen annonce le succès de son premier test de bombe à hydrogène à 2 jours de son anniversaire. De Washington à Pékin, les condamnations sont unanimes. On fait le point avec Mathias Inbar. 2006, 2009, 2013 et désormais 2016. Le rythme des essais est planifié presque tous les 3 ans. La Corée du Nord a donc réalisé son 4e essai nucléaire. La communauté internationale doit désormais confirmer s'il s'agit d'une bombe hydrogène, la fameuse bombe H. Si les images du test sont distillées au compte-gouttes, les réactions des pays voisins, elles, pleuvent. Doit-on être pour autant étonné ? Non, répond de manière catégorique Alon Lefkowitz, spécialiste de la péninsule coréenne. C'est toujours la même chose à chaque fois que la Corée du Nord essaye de réaliser un test nucléaire. Les renseignements étrangers essayent de l'en empêcher, mais Pyongyang a prouvé qu'elle en avait la capacité. Si un pays, même classé dans le tiers-monde, veut développer une bombe nucléaire au plutonium, à l'uranium ou à l'hydrogène, il le fera. Un essai qui confirme que Pyongyang n'a finalement jamais cessé son programme nucléaire, et ce en totale contradiction avec les résolutions des Nations Unies. Certains y voient un échec des sanctions américaines. Le leader nord-coréen, lui, s'en félicite dans ce message écrit. Alors faut-il ou surtout peut-on mettre Kim Jong-un hors d'état de nuire ? Dès qu'il se sentira en danger politiquement ou économiquement, Kim Jong-un exécutera cette personne en quelques secondes. Il l'a déjà fait. L'autre problème, c'est comment être certain que la personne qui le remplacera sera plus amicale. Je prends pour preuve le cas de Bachar al-Assad qui était annoncé comme plus occidental. On connaît la suite. Un essai pour dissuader les États-Unis, annonce Pyongyang. La question est de savoir si ce test nucléaire doit également inquiéter Israël, de voir ce savoir-faire nord-coréen s'exporter vers l'Iran. Ce n'est qu'une question de temps, estime ce spécialiste. Dans ce cas, Israël devrait convaincre les États-Unis et d'autres puissances en Asie d'éviter le transfert de technologies nucléaires nord-coréennes vers l'Iran. Mais ce qui s'est passé avec cette centrale nucléaire en Syrie nous prouve que nous avons des moyens limités pour enrayer ce transfert. En 2007, une centrale nucléaire au plutonium en Syrie à Al-Kibar est créée avec l'assistance des Nord-Coréens et était bombardée. Une opération alors attribuée à Israël. Et pour bien comprendre la portée de cet essai nucléaire, j'accueille Marc Lefebvre. Bonsoir, vous êtes justement spécialiste des armes nucléaires. Qu'est-ce que vous dites, vous, coup de force ou coup de bluff? Les experts sont sceptiques ce soir. Oui, les experts ont raison d'être sceptiques. Une bombe de type A, une bombe à fission, comme il y a eu à Hiroshima et Nagasaki, sont des bombes qui ont des puissances de l'ordre de 10 000 tonnes de TNT, 10 kilotonnes. Une bombe H, c'est beaucoup plus compliqué. Une bombe H, c'est une bombe où on combine à la fois de la fission, de la fusion, de la refission. Donc la séquence est extrêmement délicate à mettre au point et il faut plusieurs essais nucléaires pour arriver à mettre au point une bombe H, surtout, comme les Nord-Coréens disent, en plus de ça, miniaturisée. Qu'est-ce que ça change qu'elle soit miniaturisée? Miniaturisée, ça veut dire qu'on peut la mettre sur un missile balistique de longue portée. La magnitude du tremblement de terre qui a été détecté est de l'ordre de celle des bombes précédentes que les Nord-Coréens ont fait exploser. Les Nord-Coréens ont fait en tout 3 essais, en 2006, en 2009 et en 2013. Ces essais ont été mesurés et la puissance de ces essais était inférieure aux bombes d'Hiroshima et Nagasaki. Donc c'était des toutes petites bombes. D'ailleurs, la première, on pense qu'elle a échoué, donc c'était un pchit. Les Nord-Coréens disent qu'ils font des essais de bombes miniaturisées tout de suite, qu'ils passent à la séquence miniaturisée pour pouvoir justement embarquer ces armes sur des missiles. Normalement, une bombe H est 100 fois ou 1000 fois plus puissante qu'une bombe A. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est quoi la capacité de frappe? D'un point de vue géographique, il n'y a pas de limite à la puissance d'une bombe H. On peut faire des bombes H qui peuvent détruire la Terre entière. La plus forte bombe H qui a été faite par les Russes faisait plus de 3000 fois la puissance d'Hiroshima. Les bombes H que les Français ont dans leur arsenal nucléaire ou que les Chinois ont dans leur arsenal nucléaire sont 100 fois à 200 fois plus puissantes que les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki.
On va voir quelle est la puissance mesurée sur cette bombe coréenne, mais d'après l'amplitude du séisme noté, elle n'est pas plus puissante que les bombes précédentes. Donc ce n'est pas une bombe H. Tout laisse à penser que ce n'est pas une bombe H. Alors, qu'est-ce qui pourrait, en tout cas, mener aujourd'hui la Corée du Nord à, se doter d'une bombe H? Est-ce qu'au vu de l'historique de ce programme de la Corée du Nord, de ses progressions, est-ce qu'elle peut arriver à ce stade-là? Est-ce qu'on va le redouter, en tout cas? On en doute parce que, encore une fois, pour arriver à une bombe H, beaucoup de pays ont essayé et n'ont pas réussi. L'Inde ou le Pakistan, qui sont des pays avec un environnement scientifique beaucoup plus développé, beaucoup plus fort, n'ont jamais réussi à mettre au point une bombe H. Même des pays comme la Grande-Bretagne ou comme la France ont mis des dizaines d'années avant d'y arriver. Donc, compte tenu des limitations à l'accès aux technologies des Nord-Coréens, on peut raisonnablement penser que c'est plus du bluff politique qu'autre chose. Il y a eu récemment, je suis plus un spécialiste du nucléaire que de la Corée du Nord, mais néanmoins, il y a eu quand même récemment des remaniements, des règlements de compte, il y a eu des liquidations parmi les autorités militaires et politiques nord-coréennes. Le petit-fils de Kim Il-sung, qui est actuellement au pouvoir, a besoin de raffermer son pouvoir. Il va bientôt y avoir un congrès du Parti communiste nord-coréen. Il a besoin d'afficher que dans ce domaine, la Corée du Nord progresse, parce que c'est l'héritage révolutionnaire de Kim Il-sung. Donc ça apparaît plus comme une manœuvre politique qu'autre chose. La manœuvre politique, en tout cas, prise très au sérieux par la communauté internationale. Les condamnations sont unanimes ce soir et pour cause, la Corée du Nord n'en est pas à son premier essai. Il s'agit du 4e test nucléaire conduit par Pyongyang depuis 2002. Retour sur les étapes clés de ce programme, c'est avec David Klezewski. Dès 1989, des satellites américains repèrent l'existence d'un centre nucléaire au nord de Pyongyang. Les 2 décennies qui suivent sont une longue succession de négociations entamées, puis interrompues, d'inspecteurs acceptés, puis refoulés, d'engagements trahis et de menaces. 1994, les États-Unis de Bill Clinton signent un accord avec la Corée du Nord. Pyongyang doit geler son programme militaire en échange notamment de réacteurs civils à eau légère. Le projet est avorté. Mais officiellement, l'accord tient toujours, au moins jusqu'en 2002, année au cours de laquelle la Corée dévoile un nouveau réacteur qui produit du plutonium et expulse les inspecteurs internationaux. Août 2003, une première session de négociation est menée avec plusieurs puissances, dont la Chine. Elle n'aboutit pas. Inutiles aussi les sanctions financières et l'embargo sur les armes. En 2006, la Corée du Nord effectue son premier test nucléaire. Plus tard, après d'autres essais, les États-Unis menacent. La Corée du Nord va faire face à certaines des sanctions les plus dures jamais imposées par les Nations Unies. Elles ont pour but de faire la preuve de la force de la communauté internationale et avec pour objectif la dénucléarisation de la Corée du Nord. De leur côté, la Russie et surtout la Chine tentent d'éviter les sanctions sans toutefois soutenir le nucléaire nord-coréen. Officiellement, Pékin ne sait rien et ne condamne rien. La Chine a pris note du lancement par la République populaire démocratique de Corée de son satellite et a également pris note des réactions des parties concernées. Nous espérons que toutes les parties vont garder leur calme, faire preuve de retenue. Au fil des ans, le régime des sanctions s'alourdit, la liste des essais s'agrandit et la taille des bombes rétrécit. Le régime affirme être désormais capable de transporter toujours plus de charges nucléaires dans de plus petites têtes de missiles. Mais si les spécialistes se montrent sceptiques sur le fait que Pyongyang soit capable d'activer des bombes à hydrogène, les doutes se dissipent quant aux intentions de Kim Jong-un, fils du précédent dictateur. La Corée du Nord est loin d'abandonner ses ambitions nucléaires, contrairement aux espoirs qui avaient pu s'exprimer lors de la passation de pouvoir en 2011. Alors pourquoi cet essai nucléaire maintenant? On en parle avec Pascal Daillé-Burgeon, spécialiste des Corées. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui se joue sur le plan intérieur pour Kim Jong-un? Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui sur le plan intérieur pour Kim Jong-un? Quel est son intérêt à faire ce test aujourd'hui, maintenant? Son intérêt, bien entendu, c'est d'affirmer son pouvoir. La Corée du Nord tient grâce à l'armée, donc pouvoir envoyer une bombe atomique montre qu'il a derrière lui toute l'armée, ce qui veut dire que l'opinion comprend qu'il est le véritable maître. On ne peut pas s'opposer à son pouvoir. Il y aura dans quelques mois, au mois de mai, une réunion du parti qui lui permettra aussi de montrer qu'il est vraiment le seul maître à bord.
Donc du point de vue intérieur, l'essai nucléaire est extrêmement important pour la stabilité du régime. En tout cas, à l'extérieur, on doute, on vient de l'entendre, ces experts qui mettent en doute la crédibilité de ce test. Est-ce que sur le plan intérieur, en Corée du Nord, on remet également en doute la crédibilité de ce test ? Ah, certainement pas. Non. La propagande est en permanence en éveil, expliquant à la population que, en gros, son dirigeant est une sorte de demi-dieu qui est capable d'entrer en contact avec les forces cosmiques. L'arme nucléaire, c'est quelque chose de très important dans la culture coréenne. Rappelons que Kim Il-sung, le fondateur de la dynastie, Kim Il-sung, c'est un pseudonyme, ça veut dire soleil. Donc soleil, étoile nucléaire, tout ce qui est cosmique est extrêmement important en Corée. Donc la population est absolument persuadée que c'est fondamental pour l'indépendance du pays et rend grâce à ses dirigeants d'être capables d'utiliser l'arme nucléaire. Donc il n'y a aucun doute à l'intérieur. C'est à l'extérieur que les doutes s'expriment. Alors justement, oui, vous le dites, la population qui se réjouit, les dirigeants internationaux beaucoup moins. C'est quand même un test qui risque d'isoler encore un peu plus le pays. Quelles conséquences notamment sur les relations avec le grand parrain chinois ? Oui, effectivement, la Chine commence à trouver que ça se fait beaucoup et il y a une tension nette depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un avec Pékin. Le dirigeant nord-coréen ne s'est pas rendu à Pékin, n'a pas reçu de visite de haut niveau chinoise. Il a fait exécuter il y a 2 ans son oncle qui passait pour l'ambassadeur en quelque sorte officieux de Pékin en Corée du Nord. Donc il y a une tension entre les deux et faire exploser une bombe atomique, et c'est un message assez dur envoyé à Pékin en disant écoutez, vraiment, nous, la Corée du Nord, nous faisons ce que nous voulons, alors que dans la réalité, économiquement, la Corée du Nord est totalement tenue par la Chine. Si la Chine coupait l'alimentation en pétrole, par exemple, la Corée du Nord ne pourrait plus tenir de manière énergétique. Donc c'est une proclamation assez dure d'indépendance vis-à-vis de l'influence chinoise. Merci beaucoup pour ce décryptage, Pascal Daillé-Brugy. Et puis cette information justement qui vient de tomber sur cet essai qui inquiète la communauté internationale, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui vient de réagir. Il va préparer des mesures supplémentaires contre Pyongyang car vous le savez, des sanctions sont déjà en vigueur car Pyongyang n'en est pas à son premier essai nucléaire et pourtant ces sanctions n'ont pas empêché aujourd'hui le leader nord-coréen d'annoncer ce nouvel essai. Je vous retrouve dans une poignée de secondes, ce sera la deuxième partie du Grand Direct. On va parler des sols, c'est le coup d'envoi aujourd'hui en France, ne bougez pas.